et à tous. Merci beaucoup d'abord à Madame Hermeuil, la médaillère de Valenciennes, de m'avoir invité aujourd'hui dans cette jolie salle et ce beau bâtiment d'ailleurs, ce qui m'a permis aussi de découvrir Valenciennes où j'étais jamais venu, je dois dire, et évidemment vous avez une jolie ville très charmante. Donc c'était vraiment un plaisir de vous promener un peu ce matin avant de venir vous voir. Je voulais vous remercier aussi les personnes qui sont là d'être venues. Je me demandais un peu qui passerait un samedi après-midi pour entendre parler d'un sujet comme celui-ci. Finalement, voilà, je vois que vous êtes quelques-uns intéressés, donc merci beaucoup d'être vous êtes déplacés. Et donc, comme vous l'a dit Madame Hermeuil, je suis neurologue et épidémiologiste. Je travaille dans un centre qui s'appelle le Centre d'épidémiologie, de recherche en épidémiologie et santé des populations. Je ne sais pas si, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une idée un peu de ce que c'est l'épidémiologie déjà, ou c'est vraiment quelque chose d'un peu inconnu? Je crois que c'est un peu. Donc j'ai essayé de vous expliquer un petit peu voilà, quel est le type d'études que nous faisons, et avec aujourd'hui donc la maladie de Parkinson qui est vraiment un des principaux thèmes de recherche. Donc un peu d'historique d'abord. Donc la maladie de Parkinson s'appelle comme ça parce qu'elle a été décrite pour la première fois en 1817 par un neurologue anglais qui s'appelait James Parkinson, qui a écrit un livre, qui est la petite photo que vous voyez ici. Donc qu'il a intitulé Études sur la paralysie tremblante. Et c'est comme ça qu'il a appelé à cette époque-là. C'était à propos de 6 patients qu'il a écrit, qui avaient des symptômes tous similaires, et donc il a écrit pour la première fois ce tableau clinique. Mais ce n'est pas la première fois en fait qu'il y avait des descriptions de cette maladie, puisqu'on a retrouvé dans des documents datant de la Chine ancienne ou des textes indiens très anciens avec des dessins qui montrent des personnes qui tremblent. Donc probablement que c'était quand même une maladie qui existait il y a très longtemps, mais qui a été vraiment reconnue comme une entité à part par donc, le docteur Parkinson en 1817. Et puis le neurologue français Charcot, en 1872, donc, a beaucoup travaillé sur cette maladie, il a complété la description du tableau clinique, et puis surtout il a distingué d'autres maladies un petit peu similaires, et il est accompagné toujours d'un dessinateur, Charcot, et il faisait des dessins. À l'époque il n'y avait pas de film, et donc il faisait des dessins des patients, et il a été aussi le premier à proposer un traitement pour cette maladie par des substances à propriété anticholinergique. Il y a une erreur là en fait, et qui est un traitement d'ailleurs qui a été ensuite utilisé pendant très longtemps, même si pas très efficace et avec beaucoup d'effets secondaires. C'était le seul traitement dont on disposait. Et puis à titre d'anecdote, il a aussi proposé un traitement par vibration, parce qu'il y a des patients qui disaient qu'ils se sentaient mieux après avoir eu des vibrations. Donc il avait proposé cette chaise qu'ils appelaient la chaise trépidante, et puis un casque, vous voyez, qui était un casque qui faisait vibrer le cerveau. Ça n'a pas beaucoup continué ensuite, mais voilà, c'était un petit peu le genre de choses qu'on proposait à cette époque-là comme traitement. Il a fallu attendre 1920 pour qu'on localise la région du cerveau qui s'appelle la substance noire, dont on parlera tout à l'heure, donc pour qu'on arrive à localiser la région du cerveau qui était responsable de cette maladie. Et puis encore très longtemps, puisque en fait, c'est qu'en 1960 qu'on a découvert que la maladie était due à un manque de dopamine, parce que cette région, la substance noire, est riche en neurones qui produisent de la dopamine, et c'est à ce moment-là donc qu'on a proposé le traitement par la levodopa, qui est toujours, de nos jours, le traitement le plus actif pour la maladie de Parkinson. Alors, il y a un neurologue belge, dont je n'arrive jamais à prononcer le mot, vous voyez, qui est un neurologue très élégant, comme on voit toujours des neurologues, qui a été le premier à filmer, alors je sais pas, il a été voilà, le premier à filmer des patients atteints à Auschwitz. Vous voyez quand même, donc vous voyez ici les symptômes classiques de la maladie de Parkinson.
donc un patient qui a beaucoup de mal à se déplacer, qui est très raide, qui a un tremblement de la main qui est ce qu'on appelle un tremblement de repos. Hein, c'est pas du tout un tremblement comme, vous voyez, il a un tremblement quand il ne fait pas de geste, et ça c'est très caractéristique de la maladie de Parkinson. C'est différent de ce qu'on appelle le tremblement essentiel, voilà, bravo monsieur, qui est un tremblement qui est beaucoup plus fréquent, beaucoup moins grave aussi, mais qui survient chez des patients, par exemple, lorsque vous avez tous vu des personnes qui tremblent lorsqu'elles tiennent une tasse ou qu'elles prennent une cuillère, ou des personnes qu'on voit qui ont la tête qui tremble. Ça, c'est pas la maladie de Parkinson, c'est le tremblement essentiel. Bon, il y a d'autres causes de tremblement là, mais ce film montre, donc en fait, c'est les premières images qu'on a filmées d'un patient qui a la maladie de Parkinson. De nos jours, on utilise beaucoup, toujours nous les neurologues qui spécialisés dans la maladie de Parkinson, les vidéos, parce que finalement, c'est la meilleure manière de décrire les symptômes pour les patients, c'est de les voir plutôt que les écrire. Et bien sûr, ce patient avait une maladie évoluée à une époque où malheureusement il n'y avait aucun traitement, et donc c'est très émouvant, je trouve, de voir ces vieux films avec des patients qui malheureusement ne pouvaient pas être traités. Alors, je vais revenir à... Alors, donc, les symptômes de la maladie de Parkinson, il y a 4 symptômes principaux. Le tremblement de repos dont on vient de parler, qui est le symptôme le plus connu, et finalement, on associe souvent la maladie de Parkinson à ce tremblement, mais tous les patients ne tremblent pas. Hein, ce n'est pas un symptôme qui est constant. C'est d'ailleurs le symptôme qu'on a le plus de mal à traiter, et souvent le symptôme le moins invalidant, en fait. Donc, ce n'est pas ce symptôme qui va être gênant dans la vie de tous les jours, c'est plutôt la lenteur du mouvement. Les patients parkinsoniens ont un problème de lenteur pour bouger, hein, c'est ce qu'on voit dans le petit film qu'on a vu tout à l'heure, et puis une rigidité qui va être responsable de douleur, et finalement c'est surtout la lenteur et la raideur qui vont être gênantes dans la vie quotidienne, et ce sont des symptômes surtout qu'on va chercher à traiter, puisque ce sont ces symptômes qui sont vraiment à l'origine du handicap dans la maladie de Parkinson. Et puis des troubles de l'équilibre. Ce que les gens savent moins aussi, c'est que dans la maladie de Parkinson, il y a, donc, en plus de ces symptômes moteurs liés au mouvement, il y a d'autres symptômes qu'on appelle non moteurs, qui sont très fréquents et aussi qui peuvent être très gênants, comme par exemple une constipation, qui est un symptôme très fréquent dans la maladie de Parkinson, une anxiété, des symptômes dépressifs, des problèmes de sommeil très caractéristiques, et ils sont extrêmement fréquents, ils peuvent même précéder l'apparition de la maladie de Parkinson, comme on va voir dans un moment. Et puis l'autre chose qui est importante dans la maladie de Parkinson, c'est que c'est une maladie qui est extrêmement variable entre les personnes, d'une personne à l'autre. Les symptômes sont très différents, vont évoluer de manière extrêmement différente également. Quand on voit un patient pour la première fois, c'est très difficile de savoir comment, ce dont l'avenir sera fait. Il y a des personnes qui vont vivre très très bien finalement pendant très longtemps. Il y a des patients qui vont être beaucoup plus gênés rapidement, donc il y a vraiment une grande variabilité. C'est d'ailleurs quelque chose qui est vraiment un sujet de recherche pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que certains patients évoluent beaucoup plus sévèrement que d'autres. Alors, la maladie de Parkinson est due à la perte de neurones qui produisent la dopamine dans cette toute petite région du tronc cérébral. Vous voyez, ça c'est un tronc cérébral normal, ici où il y a cette substance noire parce qu'il y a beaucoup de neuromélanine, et ici on voit la substance noire d'un patient parkinsonien où les neurones dopaminergiques ont disparu. On sait aujourd'hui que les symptômes apparaissent quand on a perdu environ 50% des neurones dans cette région du cerveau, et donc ce qui fait que les symptômes apparaissent, c'est que cette région du cerveau avec les neurones qui produisent la dopamine est impliquée dans le contrôle de cette région du cerveau qui s'appelle les noyaux gris de la base. Et donc, quand il n'y a plus le contrôle inhibiteur des neurones qui produisent la dopamine sur ces régions, c'est là où apparaissent les symptômes.
Donc ça, c'est une coupe de cerveau. On voit donc qu'il y a moins de neurones qui produisent la dopamine dans la substance noire d'un patient. Et puis ici, on voit ce qui fait vraiment la caractéristique de la maladie de Parkinson, c'est ce qu'on appelle les corps de Lévy, qui sont des agrégations d'une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine. Et c'est vraiment le meilleur signe pour dire qu'un patient a la maladie de Parkinson, c'est la présence de ces corps de Lévy dans les neurones qui produisent la dopamine et puis la perte des neurones qui produisent la dopamine. Alors, dans cette diapositive, c'est un peu ce qu'on sait aujourd'hui sur l'évolution, ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie de Parkinson, et c'est probablement une des découvertes les plus importantes dans les, disons, 10-15 dernières années, c'est que la maladie de Parkinson, finalement, une fois qu'on a un diagnostic, c'est-à-dire que les symptômes moteurs sont apparus, en fait, c'est vraiment très souvent une très très longue évolution qui s'est passée avant, et donc il y a toute une phase qui peut durer 10, 20 ans, au cours de laquelle on n'a pas beaucoup de symptômes, mais et on va faire le diagnostic après. Donc ça veut dire qu'il y a une longue phase silencieuse, en fait, qui précède l'apparition des symptômes moteurs caractéristiques, donc le tremblement, la raideur, la lenteur. Et donc cette phase, vous voyez, elle est caractérisée par ici l'apparition de symptômes non moteurs, donc la constipation, la dépression, les troubles du sommeil dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis les symptômes moteurs, ici, cette courbe-là, vont apparaître plus tard. Et le diagnostic va apparaître ici quand on a perdu 50% des neurones, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc on pense aujourd'hui que probablement la maladie de Parkinson, donc, c'est vraiment quelque chose qui s'installe très très progressivement sur de nombreuses années, que chez certains patients, pas chez tous, mais peut-être chez certains patients, elle commence dans l'intestin par des lésions qui vont commencer à toucher les neurones qui innervent l'intestin, puis remonter le long d'un nerf qui s'appelle le nerf vague jusqu'au cerveau, et ensuite vont apparaître les troubles moteurs liés à l'atteinte du cerveau. Donc vraiment, c'est très important parce que ça va beaucoup conditionner la manière maintenant dont on a de faire des études dont je vais vous parler. Alors, qu'est-ce que c'est l'épidémiologie? Donc l'épidémiologie, il y a vraiment deux axes. Le premier, c'est étudier la fréquence des maladies, donc de voir par exemple comment est-ce que la maladie est plus ou moins fréquente dans certains pays, est-ce que la maladie change, la fréquence de la maladie change avec le temps, est-ce que c'est une maladie qui va être de plus en plus fréquente, de moins en moins fréquente. Donc ça, c'est la première disons, partie de l'épidémiologie, et qui nous donne aussi un peu des idées sur les facteurs de risque qu'on va vouloir étudier par la suite. Et puis, donc, comme je vous disais, on va aussi s'intéresser au rôle des facteurs qui déterminent donc, la fréquence des maladies, donc ce qu'on appelle nous les facteurs de risque, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont développer une maladie ou pas. Par exemple, vous avez tous entendu parler du tabac et de la relation avec le cancer. Typiquement, le tabac est un facteur de risque de cancer. Et donc nous, on essaye d'identifier ce genre de facteur de risque, mais pour la maladie de Parkinson. Alors les épidémiologistes, on aime beaucoup les chiffres. Vous allez voir beaucoup de chiffres, et donc il y a deux choses dont je suis obligé de vous parler, même si c'est un peu technique, c'est l'incidence et la prévalence. Donc la prévalence, c'est très simplement la fréquence de la maladie à un moment donné, à un temps donné. Donc par exemple, c'est quelle est la fréquence de la maladie de Parkinson à Valenciennes, aujourd'hui, samedi 7 février. D'accord? Donc on prend un point dans le temps, un endroit, et on dit combien de patients parkinsoniens il y a à Valenciennes aujourd'hui. Le taux d'incidence, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais c'est plus important. C'est combien de nouveaux patients vont apparaître au cours de, par exemple, une année à un endroit. Donc, par exemple, à Valenciennes, combien de patients vont développer la maladie de Parkinson sur une année. D'accord? Et donc, l'incidence, c'est plutôt les nouveaux patients, les nouveaux malades, alors que dans la prévalence, il y a à la fois les nouveaux malades, mais aussi des anciens malades. Donc des malades avec des formes plus évoluées. Et nous, les épidémiologistes, on s'intéresse surtout à l'incidence. Alors, d'abord quelques chiffres en France sur la maladie de Parkinson. Donc ces chiffres sont disponibles en fait sur un site web ici, le site web Odyssée de Santé publique France, puisqu'on a mis en place un système de surveillance de la maladie de Parkinson en France. Et donc on sait par exemple en 2020
qu'il y avait en France environ 180 000 personnes traitées pour la maladie de Parkinson, ce qui veut dire une prévalence de 2,6 pour 1000. Donc ça veut dire que pour 1000 personnes en France, 2,6 ont la maladie de Parkinson. Et puis l'incidence, donc c'est le nombre de nouveaux cas sur une année, et en 2020, donc on a estimé qu'il y avait en France 26 000 nouveaux cas atteints de maladie de Parkinson, soit une incidence de 0,4 pour 1000, c'est-à-dire que 0,4 ou 4 pour 10 000 personnes ont développé la maladie de Parkinson en 2020 en France. Alors j'ai sorti les nombres pour le département Nord, je me suis dit que c'était ça qui allait vous intéresser peut-être aujourd'hui. Et donc, vous voyez ici, je ne sais pas si c'est peut-être un peu vite, mais vous voyez ici, c'est de 2010 à 2020, le nombre de cas de patients vivant avec la maladie de Parkinson dans le département du Nord. Et donc vous voyez qu'il a un petit peu augmenté, puisqu'en 2010, on était plutôt autour de 5500 patients atteints de la maladie de Parkinson, et puis en 2020, on est autour de 6200, ce qui correspond à une prévalence entre 2,5 et 2,8. Donc vous voyez très proche de la prévalence qu'il y a en France, donc ce qui veut dire en gros que dans le département du Nord, la fréquence de la maladie de Parkinson est pareille que la fréquence générale en France. Donc vous êtes un peu au niveau moyen. D'accord ? Et l'incidence, c'est ce qui est ici, donc il y a environ entre 900 et 800 patients nouveaux patients parkinsoniens chaque année, avec une incidence, un taux d'incidence autour de 0,4. Vous voyez très proche aussi du niveau français, donc pareil, vous êtes un peu dans la moyenne. Et d'ailleurs, avec ce système de surveillance qu'on a mis en place, vous voyez qu'on peut faire des cartes et on peut, dans chaque département, estimer la prévalence ou l'incidence. Vous voyez qu'il y a des petites variations, mais ici dans le Nord, vous êtes vraiment dans la moyenne. Pardon ? Alors, il n'y a pas des grandes différences en fait. Quand on regarde vraiment, on voit qu'en France, finalement, c'est assez constant. Et puis, on peut aussi estimer la fréquence de la maladie en fonction de l'âge et du sexe, c'est ce que vous voyez sur ces courbes. Donc ça, ici, c'est l'âge, ça, c'est la prévalence ici, l'incidence. En rouge, ce sont les femmes, en bleu, ce sont les hommes, et la courbe du milieu, c'est hommes et femmes combinés. Et donc, ce que vous voyez, la première chose qu'on voit, c'est que la maladie de Parkinson est une maladie qui est très fortement liée à l'âge, puisque vous voyez qu'elle est exceptionnelle avant l'âge de, disons, 60 ans, et puis c'est finalement après que la maladie commence à apparaître. Et en moyenne, l'âge de début de la maladie de Parkinson, c'est entre 70 et 75 ans. C'est quelque chose autour de 72 ans, donc ça veut dire que les patients tendent à développer la maladie de Parkinson en moyenne à 72 ans. Et puis, donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle on s'attend. Quelque chose qui est peut-être un peu moins connu, c'est que c'est une maladie qui est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, 1,5 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. On ne sait pas bien pourquoi, il y a différentes pistes. La première, c'est peut-être des facteurs liés aux hormones qui protégeraient les femmes, et on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, et donc ces hormones qui ne sont pas présentes chez les hommes vont faire qu'ils sont un peu plus à risque. Et puis aussi des expositions professionnelles dont on pense que peut-être elles augmentent, auxquelles les hommes sont plus exposés, qui peut-être augmentent un peu plus le risque chez les hommes. Alors ça, c'est des chiffres qui viennent d'un projet qui est un projet américain qui s'appelle le Global Burden of Disease, ça veut dire l'importance globale des maladies, en gros. Et donc c'est un projet où on va essayer d'estimer, ils vont essayer d'estimer dans le monde entier le nombre de patients atteints de différentes maladies. Et donc par exemple pour la maladie de Parkinson, donc, vous voyez ça c'est le nombre de patients en millions. Entre 1990 et 2020, donc ils ont fait ces estimations, et puis ils ont aussi essayé de faire ce qu'on appelle des projections, c'est-à-dire de projeter à l'avenir, en tenant compte un peu des tendances de mortalité, donc l'espérance de vie, combien de patients il y aura en 2050. D'accord ? Et donc, la première chose que vous voyez, alors là encore, en orange les femmes, en bleu les hommes, il y a une erreur, et en rouge c'est l'ensemble. Et donc, ce que vous voyez qui est très frappant, c'est qu'entre 1990, on avait environ 2,5 millions de personnes dans le monde atteintes de maladie de Parkinson, et 2020, ce chiffre a beaucoup augmenté, il a presque été multiplié par 4 ou 5, puisque vous voyez qu'on est plutôt autour de 12 millions en 2020.
et que si les tendances continuent, ce nombre va doubler plus ou moins jusqu'en 2050, puisqu'on sera plutôt à 25 millions. D'accord ? Et cette tendance, donc qui est quand même frappante, ça veut dire que voilà, le nombre de patients qui atteints de maladie de Parkinson a déjà beaucoup augmenté entre 1990 et 2020, c'est essentiellement dû au fait qu'on vit plus longtemps. D'accord ? Donc je vous ai montré dans la diapositive tout à l'heure que c'est une maladie qui est très liée à l'âge. Et comme on vit maintenant plus longtemps, il y a plus de personnes âgées, il y a beaucoup plus de personnes âgées de plus de 80 ans qu'il n'y avait auparavant. Et donc, de fait de cet allongement d'espérance de vie, il y a juste un peu mécaniquement, si vous voulez, plus de patients qui développent des maladies liées à l'âge. C'est la même chose pour la maladie d'Alzheimer. Le nombre de patients avec maladie d'Alzheimer a beaucoup augmenté juste parce qu'on vit plus longtemps. Et un autre facteur qui est important aussi, c'est que non seulement on vit plus longtemps et donc il y aura plus de patients, mais il y aura aussi, les patients vivent plus longtemps avec la maladie eux-mêmes, puisque leur espérance de vie est aussi allongée, donc les patients vont vivre plus longtemps avec la maladie de Parkinson. Et donc c'est ces deux facteurs qui expliquent qu'il y a beaucoup plus de patients et que voilà, c'est quelque chose qui risque de continuer à l'avenir, d'où l'importance d'essayer d'identifier des facteurs sur lesquels on pourrait intervenir pour essayer justement de réduire un peu cette fréquence, c'est-à-dire de prévenir la maladie ou de retarder au moins son apparition. Un autre chiffre qui est intéressant dans la maladie de Parkinson, c'est ce qu'on appelle le risque vie entière. Donc c'est un petit peu différent de la prévalence et de l'incidence. C'est le risque qu'on a, par exemple, à un âge donné, de développer la maladie tout au long de la vie qui nous reste, si on ne meurt pas avant d'autres choses. Donc, par exemple, ici, on a estimé en France, chez les femmes, le risque vie entière de maladie de Parkinson, et donc une femme qui a 55 ans, elle a un risque de développer la maladie de Parkinson d'environ 2,5% tout au long de sa vie, si elle ne meurt pas pour une autre raison avant. D'accord ? Et donc, ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Pour la démence, donc la maladie d'Alzheimer, c'est bien plus élevé, c'est plutôt de l'ordre de 15%, disons. Alors, quels sont maintenant, donc, une fois qu'on a vu un petit peu voilà, la fréquence de la maladie, l'importance de la maladie, quels sont les facteurs de risque de la maladie de Parkinson? Donc, pour arriver à identifier les facteurs de risque des maladies, donc en gros les causes de la maladie, les épidémiologistes, on fait des études, et un schéma d'étude qui est très courant, c'est ce qu'on appelle une étude de cohorte. D'accord ? Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'étude de cohorte dont on est responsable dans mon équipe, puisque c'est celle que je connais le mieux. Et donc, c'est l'étude de cohorte E3N. C'est une étude de cohorte qui avait été mise en place dans les années 1990 par une épidémiologiste qui s'appelait Françoise Clavel, qui s'intéressait beaucoup aux causes cancer du sein chez les femmes à cette époque-là. Et notamment, dans les années 90, il y avait toute une polémique sur le rôle du traitement hormonal substitutif de la ménopause. Est-ce que le traitement substitutif de la ménopause était associé à un risque augmenté de cancer du sein ou pas? Et donc, il y avait une étude aux États-Unis qui est un petit peu similaire à celle-ci, qui s'appelle la Nurse Health Study. C'est une étude chez des infirmières. Et donc, elle a voulu faire une étude similaire en France. Et pour ça, elle a monté cette étude, donc, qui s'appelait E3N, qui a commencé en 1990, pour laquelle elle a recruté 100 000 femmes qui étaient nées à l'époque entre 1925 et 1950, donc il y avait entre 40 et 65 ans au moment où elles ont commencé à participer à l'étude et qui étaient affiliées à la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Et pourquoi la MGEN? Et je trouve que là, vraiment, elle a eu une intuition, je trouve, assez géniale. Elle s'est dit, donc en épidémiologie, c'est important d'abord, c'est important quand on invite des personnes à participer à une étude, d'avoir l'échantillon le moins biaisé possible, c'est-à-dire le moins sélectionné, donc le plus possible de personnes, le plus de personnes acceptent de participer, et puis que les personnes, une fois qu'elles acceptent de participer, il faut qu'elles restent dans l'étude. Donc il faut qu'elles continuent à répondre aux questionnaires qu'on va leur envoyer régulièrement. Et elle s'est dit,
les personnes qui travaillent dans l'éducation, ce sont des femmes très sérieuses, très consciencieuses, qui vont faire ça très sérieusement et qui vont répondre régulièrement aux questionnaires. Et vraiment, cette intuition s'est avérée tout à fait vraie, puisque aujourd'hui, donc très longtemps après, on est en 2026 et cette étude a commencé en 1990, et ben les participantes qui sont toujours en vie, elles continuent à nous envoyer leurs questionnaires régulièrement et on a très peu de pertes de vue. Parmi les femmes qui sont vivantes, on a plus de 80% de réponses. Donc elle a vraiment eu cette idée que moi je trouve vraiment intéressante. Et puis ces femmes qui écrivaient très très bien, moi je trouve c'est toujours amusant d'aller voir les questionnaires parce qu'elles avaient une écriture d'institutrice et elles remplissaient bien toutes les cases, elles ne laissaient pas de cases manquantes. Enfin c'était vraiment une très très bonne idée d'avoir fait ça pour cette étude. Et donc, ces femmes qui ont été recrutées en 1990, donc, comme je vous ai dit, donc on les suit toujours et on leur envoie des questionnaires. Donc là, par exemple, le dernier questionnaire avait été envoyé en 2021, c'est ce qu'on appelle Q13, et cette année, on va envoyer Q14. Donc le 14e questionnaire, et donc dans ces questionnaires, elles nous donnent plein d'informations sur leur état de santé, leurs habitudes, qu'est-ce qu'elles mangent, est-ce qu'elles fument, est-ce qu'elles font de l'activité physique, quel est leur poids, quelles maladies elles ont développées, etc. Et puis, par exemple, on a fait des prises de sang pour un quart de la cohorte, on a fait des prélèvements de salive pour la moitié de la cohorte, ce qui nous permet de faire des études génétiques aussi, parce qu'on peut extraire l'ADN à partir de ces échantillons. On a aussi prélevé des tumeurs pour les femmes qui ont développé un cancer du sein. Donc voilà, elles participent de manière très active à cette étude. Et donc pour nous, c'est vraiment, on peut faire les études dont je vais vous parler grâce à la participation de ces femmes. Et puis non seulement ces femmes participent, mais maintenant on a étendu l'étude aux aux pères de leurs enfants. Donc depuis 2014, on a inclus environ maintenant un peu plus 19 000 pères des enfants de ces femmes. Et depuis 2018, on a recruté environ 21 000 enfants de ces femmes. Et l'année prochaine, on va commencer à inclure leurs petits-enfants, ce qui fait qu'on peut aussi faire des études dans les familles et voir un petit peu comment se transmettent les choses aussi au sein des générations. Et donc, si ça vous intéresse, je ne sais pas s'il y avait, est-ce qu'il y a des participants à E3N dans la salle, parce que parfois il y en a personne. Voilà, mais enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter le site web où il y a beaucoup d'informations sur tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, donc, comme je vous disais, ces femmes, elles nous donnent des informations sur leur état de santé, et donc, initialement, c'était beaucoup sur sur les facteurs de risque du cancer et notamment le cancer du sein. Vous voyez qu'il y a énormément de femmes qui ont développé un cancer dans cette étude. Il y a beaucoup de cancers de la peau, ce qui explique aussi ce chiffre, mais par exemple il y a 20 000 femmes qui ont développé à un moment de leur vie un cancer du sein, donc c'est un gros sujet de recherche dans notre équipe, mais il y a aussi d'autres maladies comme le diabète, les maladies inflammatoires de l'intestin, la dépression, la polyarthrite rhumatoïde, et puis la maladie de Parkinson, donc qui est ce dont on va parler aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, donc, il y a 1200 femmes qui ont développé la maladie de Parkinson au cours du suivi, ce qui en fait la plus grande étude chez les femmes au monde, parce que c'est une maladie, comme je vous disais tout à l'heure, qui est, malgré le fait qu'elle est fréquente, elle n'est pas si fréquente que ça. Alors maintenant, donc, quelles sont les causes qu'on connaît de la maladie de Parkinson? Alors tout d'abord, la première question qu'on pose, c'est quel est le rôle de l'hérédité? Quelle est l'importance des facteurs génétiques dans cette maladie? Et c'est plutôt une maladie où le poids de l'hérédité n'est pas très important. Il y a des études de jumeaux notamment, qui est un très bon type d'étude pour répondre à ce genre de questions, qui montrent que chez les jumeaux monozygotes, donc les jumeaux qui ont les mêmes patrimoines génétiques, en fait, le risque de concordance n'est pas très élevé. Et donc, depuis quelques années, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites pour essayer de trouver quand même des gènes, parce qu'il y a des formes familiales de la maladie de Parkinson qui existent, mais ces formes sont quand même très rares, donc dans l'ensemble des patients parkinsoniens, et en général, ces formes génétiques, donc ça existe, il y a des familles où ça se transmet vraiment de génération en génération, mais comme je vous disais, de manière très rare, ces gènes sont responsables de formes où la maladie commence en général à un âge très précoce, donc très tôt, donc très différent
de la maladie de Parkinson habituelle dont je vous parlais tout à l'heure, on est plutôt autour de 70 ans. Là, c'est plutôt des personnes qui vont développer la maladie de Parkinson à 30 ans, 35, 40 ans. Donc c'est quand même un âge très très jeune et ces formes sont très très rares. Après, c'est une maladie donc où on sait que l'environnement peut jouer un rôle, et c'est probablement une des maladies pour lesquelles on a montré de manière la plus solide, si vous voulez, que l'exposition aux pesticides joue un rôle, l'exposition professionnelle aux pesticides, puisqu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites depuis les années 80 sur cette question. Alors pourquoi on s'est intéressé à cette question? Dans les années 80, aux États-Unis, il y a eu une épidémie, en quelque sorte, de syndrome parkinsonien chez des personnes très jeunes qui étaient toxicomanes et qui avaient tous consommé le même type de drogue par voie intraveineuse. Et quand les personnes qui ont fait ces études et qui se sont intéressées à ces patients ont analysé l'héroïne qu'ils avaient consommée, ils se sont rendus compte que cette héroïne était relatée avec un produit qui s'appelle du MPTP, c'est-à-dire que la personne qui avait fabriqué l'héroïne s'était un peu trompée dans sa recette, et il avait contaminé l'héroïne avec le MPTP, qui est un inhibiteur très puissant des mitochondries dans le cerveau. Bon, et il se trouve qu'il y a un pesticide qui s'appelle le paraquat, qui a une structure chimique pratiquement identique à celle du MPTP. Et c'est un pesticide qui était extrêmement utilisé à l'époque. Il est d'ailleurs toujours utilisé plus en Europe, il est interdit en Europe, mais notamment dans les pays en voie de développement, c'est un herbicide qui continue à être utilisé. Et donc c'est un peu ça, c'est cette observation accidentelle qui a fait qu'on s'est intéressé donc au rôle des pesticides dans la maladie de Parkinson. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites un peu partout dans le monde, y compris en France. On a fait des études avec la Mutuelle sociale agricole, qui confirment un peu le fait que les agriculteurs ont un risque un peu augmenté de maladie de Parkinson, et notamment les agriculteurs qui ont utilisé des pesticides. Là où ça devient plus compliqué pour nous, c'est d'arriver à identifier quels pesticides. Parce que les agriculteurs, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont été agricultrices ici dans leur vie, mais si elles le sont, vous savez que les agriculteurs utilisent énormément tout au long de leur carrière de produits qui sont très variés, et donc c'est très difficile de mettre le doigt sur un seul produit. Donc on sait que l'exposition professionnelle aux pesticides est associée à un risque un peu augmenté de maladie de Parkinson. Et d'ailleurs, en France, maintenant, les agriculteurs qui ont la maladie de Parkinson et qui ont été exposés aux pesticides peuvent bénéficier d'une indemnité pour maladie professionnelle depuis 2012. Donc si l'exposition, donc les agriculteurs bien sûr, parce qu'ils sont exposés professionnellement, sont les personnes qui sont le plus exposées aux pesticides. Ils utilisent énormément de produits, surtout ceux qui travaillent dans certaines cultures, comme par exemple les arbres fruitiers ou la viticulture, où ils vont utiliser énormément de produits. Mais on peut se demander ce qu'il en est des personnes qui sont exposées aux pesticides par l'environnement, parce que par exemple elles vivent près de champs qui sont traités par les pesticides. Et donc ça, il y a beaucoup moins d'études. Il y a des études qui ont été faites en Californie, qui ont pu être faites parce qu'ils ont un registre en Californie de toutes les ventes de pesticides. Pour pouvoir acheter des pesticides en Californie, il faut avoir une licence, et donc ça leur permet, quand des personnes vont acheter des produits, ils peuvent ensuite les mettre sur une carte en gros. Et donc il y a des études qui ont été faites où les épidémiologistes ont regardé où se situaient les cas de maladie de Parkinson et s'ils se situaient plus près d'endroits où il y avait eu des applications de pesticides, souvent aux États-Unis, en plus c'est par avion. Et donc ces études en effet montrent des arguments en faveur du fait que peut-être en effet les personnes qui vivent très près des champs traités ont un risque un peu augmenté aussi de maladie de Parkinson. Mais ça, vraiment, il y a beaucoup moins d'études que chez les agriculteurs. Donc ça, c'est pour les pesticides. Il y a aussi des études qui commencent maintenant à apparaître sur le rôle de solvants, en particulier un solvant qui s'appelle le trichloréthylène. Et ces études ont commencé parce qu'il y a des ouvriers dans des usines qui étaient très fortement exposés à ces solvants, qui ont développé quelque chose qui ressemblait beaucoup à la maladie de Parkinson, et puis ça a motivé toute une série d'études, donc par la suite, où en effet on a vu que l'exposition au trichloréthylène était associée à un risque un peu augmenté de maladie de Parkinson. Il y a une étude récente, par exemple, qui a été publiée, qui a exploité en quelque sorte le fait qu'il y a une base militaire aux États-Unis, en fait, où l'eau était contaminée
par ce solvant, très fortement contaminé. Et donc ils ont comparé la fréquence de la maladie de Parkinson dans cette base militaire à la fréquence de la maladie de Parkinson dans une autre base militaire où l'eau n'était pas contaminée. Et ils ont vu que là aussi, la fréquence de la maladie de Parkinson était plus élevée dans la base militaire où l'eau était contaminée que dans l'autre base militaire. Donc là aussi, il y a des arguments pour l'exposition à ces solvants qui sont par exemple beaucoup utilisés aussi dans la teinturerie. Donc voilà, c'est aussi c'est tout un champ d'études sur le rôle des expositions professionnelles. Et puis, il y a aussi des études qui montrent que les personnes qui ont des traumatismes crâniens très sévères ou surtout des traumatismes crâniens répétés ont un risque augmenté de maladie de Parkinson. Les boxeurs, tout à fait, voilà, parce qu'ils ont des traumatismes crâniens répétés. Alors, une difficulté, peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Alors, ensuite, il y a toute une littérature sur les comportements de santé et un résultat qui est très surprenant dans la maladie de Parkinson, mais qui est vraiment très très cohérent d'une étude à l'autre, c'est que les personnes qui fument des cigarettes ont un risque diminué de maladie de Parkinson, et ça, on ne sait pas du tout pourquoi. Pour l'instant, ça fait des années, c'est un résultat qui est retrouvé de manière extrêmement constante dans toutes les études, c'est très mystérieux. Ça a beaucoup généré de discussions, de savoir est-ce qu'il pouvait y avoir un biais, par exemple, le biais le plus auquel on pense tout de suite, c'est que les personnes qui fument ont un risque de décéder plus tôt que les autres, parce qu'elles vont avoir un cancer ou des crises cardiaques ou des choses comme ça. Mais on retrouve cette association avec le tabagisme aussi chez les personnes qui développent la maladie de Parkinson jeunes. Donc, vraisemblablement, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la mortalité. Il y a eu des études qui utilisent ce qu'on appelle maintenant, on sait que la propension à fumer, il y a une composante génétique. Les personnes qui fument, leurs gènes sont un peu différents des personnes qui ne fument pas. Et donc, il y a des études qui utilisent ça pour étudier les gènes associés au tabagisme dans la maladie de Parkinson. Et on voit en effet que ces gènes sont un peu moins fréquents aussi chez les patients qui ont la maladie de Parkinson que chez les autres. Donc, il y a peut-être quelque chose, on ne comprend pas toujours, on ne sait toujours pas très bien quelle pourrait être la molécule. Il y a eu des essais thérapeutiques, même avec des patchs de nicotine chez des patients parkinsoniens qui ont été toutes négatives, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas apporté de bénéfices. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est, disons, un peu surprenant. C'est certainement pas une raison pour se mettre à fumer, puisque les inconvénients et les risques liés au tabac sont de très loin beaucoup plus importants que le bénéfice qu'on peut en tirer pour la maladie de Parkinson. Mais voilà, c'est intéressant d'y travailler quand même, parce que si on trouvait quelle pouvait être la molécule dans le tabac qui serait associée à ça, peut-être qu'on pourrait l'utiliser ensuite pour mettre en œuvre des études, pour prévenir ou retarder. Donc c'est quand même intéressant de s'y intéresser, mais ce n'est pas une raison pour se mettre à fumer. L'activité physique, c'est mon sujet favori, donc il y a une diapositive après. Il y a des études maintenant qui sont parées aussi sur le rôle de l'alimentation. Et par exemple, on vient de publier un article qui montre que les personnes qui ont un régime méditerranéen, c'est-à-dire un régime riche en légumes, en huile d'olive, pauvre en viande, plutôt riche en poisson, on utilise plutôt l'huile d'olive que le beurre et pas beaucoup de laitage, ont un risque diminué de maladie de Parkinson. C'est un type de régime qui apporte beaucoup de bénéfices aussi pour d'autres maladies, on le sait, et qui est associé à un moindre risque d'inflammation, de stress oxydant. Donc on pense que c'est peut-être ça le mécanisme. Il y a aussi des études qui montrent que les personnes qui consomment du café ont un risque diminué de maladie de Parkinson. Et il y a des études qui ont montré qu'en revanche, les personnes qui mangent du café décaféiné ont le même risque. Et dans le café, on connaît peut-être un peu mieux le mécanisme que pour les cigarettes. Et puis il y a des études qui montrent que la consommation de lait est associée à un risque augmenté de maladie de Parkinson. Et ça aussi, on l'a nous montré dans le 3N, que la consommation de lait, pas le fromage, donc du lait, donc des produits laitiers non fermentés, est associé à un risque un peu augmenté de maladie de Parkinson, surtout les personnes qui boivent beaucoup de lait. En revanche, il n'y a pas de relation avec les produits laitiers fermentés, comme par exemple le fromage, le yaourt, le beurre, donc c'est vraiment le lait. Et là aussi, il y a quand même des hypothèses un peu sur les mécanismes qui pourraient être impliqués. Et puis, il y
il y a des études aussi, donc je vous ai parlé tout à l'heure de cette différence entre les hommes et les femmes pour le risque de maladie de Parkinson. Donc la maladie de Parkinson est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Et chez les femmes, on a montré que les femmes qui ont une ménopause artificielle très précoce, donc avant 40 ans, liée à une ablation des ovaires, ont un risque augmenté de maladie de Parkinson, et on pense que là c'est dû au fait que les œstrogènes sont neuroprotecteurs, protègent le cerveau, sont plein d'effets bénéfiques, et donc le fait de supprimer les ovaires chez les femmes pourrait augmenter le risque de maladie de Parkinson. Alors l'activité physique, dans la maladie de Parkinson, je pense que c'est très important d'en parler. D'abord, il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que des essais thérapeutiques randomisés, où on compare un groupe de personnes qui vont avoir une intervention, donc l'activité physique à un groupe de personnes qui ne l'ont pas et qui sont tirées au sort. Donc il y a énormément d'études qui montrent que l'activité physique est très bénéfique chez les patients qui sont atteints de maladie de Parkinson pour plein de choses, donc aussi bien sur le plan pour l'équilibre, la marche, la fonction motrice, la cognition, l'humeur, enfin voilà, il y a toute une série de domaines où l'activité physique est extrêmement favorable chez les patients, et on pense même, il y a des études qui montrent que l'activité physique pourrait avoir un rôle neuroprotecteur, c'est-à-dire qu'elle permettrait même peut-être de ralentir un petit peu l'évolution de la maladie. Et donc c'est pour ça que nous on encourage beaucoup les patients parkinsoniens à faire de l'activité physique. On les envoie très facilement chez le kiné, et on encourage tout type d'activité physique parce que n'importe quel type d'activité physique va être bénéfique chez les patients parkinsoniens. Mais nous, on s'est posé une question un petit peu différente. On s'est demandé, est-ce que l'activité physique pouvait prévenir la maladie de Parkinson, ou au moins retarder son apparition, c'est-à-dire décaler l'apparition de la maladie de Parkinson. Et c'est quelque chose qu'on a étudié dans E3Z, donc l'étude de corps dont je vous parlais tout à l'heure, et on a montré qu'en effet, par rapport aux femmes les moins actives, les femmes les plus actives, donc celles qui avaient vraiment un niveau d'activité plus élevé, avaient un risque diminué de développer la maladie de Parkinson de l'ordre de 20%. Et donc c'est un petit peu ce qu'on voit sur cette courbe. Donc ici, le temps zéro, c'est le moment où les femmes ont développé la maladie de Parkinson. Les patientes, donc c'est la ligne rouge, et les témoins, c'est la ligne bleue. Et ça, c'est le temps avant le diagnostic de la maladie. Et vous voyez que même 30 ans avant, les femmes qui ensuite ont développé la maladie de Parkinson faisaient moins d'activité physique que les femmes qui n'ont pas développé la maladie de Parkinson. D'accord ? Donc on voit que c'est quelque chose qui commence très tôt dans la vie, c'est-à-dire que en fait, les bénéfices qu'on va voir ici pour la maladie de Parkinson déjà commencent 20-30 ans avant. D'accord ? Et donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette idée que la maladie de Parkinson commence probablement bien avant, et que c'est très longtemps avant qu'il faut commencer à mettre en œuvre des mesures de prévention. Et je vais essayer d'expliquer ça, mais c'est pas facile. Donc, ce qu'on appelle, nous, les biais de causalité inverse. Alors, je vous ai dit, donc, et c'est ce qu'on voit un petit peu dans ces courbes, c'est-à-dire que vous voyez que ici, les femmes ont moins d'activité physique que les femmes qui ont la maladie de Parkinson, ont moins d'activité physique que les femmes qui n'ont pas la maladie de Parkinson, mais vous voyez que la différence se creuse, commence à se creuser 10 ans avant le diagnostic. Et ça, on pense que c'est parce que 10 ans avant le diagnostic, dans les quelques années avant le diagnostic, les femmes commencent déjà à se sentir un peu moins bien, à avoir quelques difficultés, et donc elles commencent à diminuer leur activité physique avant qu'on fasse vraiment le diagnostic. Et ça, il y a des études aussi qui montrent que avant le diagnostic de maladie de Parkinson, les personnes ont un peu plus de chutes, un peu plus de fractures, commencent déjà à se sentir pas très bien. Et donc ça, c'est à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, que l'évolution, finalement, c'est une maladie qui commence très progressivement, et que quand on fait le diagnostic, il y a déjà eu beaucoup de choses qui se sont passées avant. D'accord ? Et donc ça montre que si on veut identifier les facteurs de risque de la maladie de Parkinson, il faut faire des études où on regarde longtemps avant le diagnostic, parce que si on regarde juste avant le diagnostic, ça va être influencé par ce biais où en fait les femmes, elles ont déjà changé leur comportement parce qu'elles sont déjà un petit peu malades. D'accord ? D'où l'intérêt de faire des études très longues où on va étudier les comportements en milieu de vie, donc quand les gens ont 40-50 ans, et en fait on va voir ce qui se passe
bien plus tard quand les gens vont vieillir. Alors qu'en est-il du traitement de la maladie de Parkinson? J'ai quand même parlé un petit peu du traitement, parce qu'il y a eu des progrès au cours des dernières années. Donc les enjeux du traitement de nos jours dans la maladie de Parkinson, d'abord, bien sûr, l'objectif du traitement, c'est d'améliorer l'état de santé des patients. Parce que je vous disais, donc, il y a de plus en plus de patients, d'accord, donc c'est important de les traiter le mieux possible et qu'ils vont avoir une maladie qui va être plus longue et donc avec des tableaux plus complexes, hein, donc on va avoir plus de complications liées à l'évolution plus prolongée, donc il faut trouver des manières d'améliorer l'état de santé des patients avec des formes plus évoluées et on va s'intéresser donc aussi bien aux symptômes moteurs qu'aux symptômes non moteurs. Et puis, un autre champ de recherche, c'est d'essayer de trouver ce qu'on appelle des traitements neuroprotecteurs, parce que les traitements dont on dispose aujourd'hui, c'est essentiellement des traitements symptomatiques, donc qui traitent les symptômes, mais ne modifient pas l'évolution de la maladie. Et là, on va essayer donc d'identifier des traitements qui pourraient retarder l'apparition de la maladie. D'accord ? Donc, le traitement, ce qu'on appelle symptomatique, hein, des symptômes, ben, c'est essentiellement la dopamine, dont je vous ai parlé au début de la présentation, qui continue à toujours être le traitement le plus efficace dans la maladie de Parkinson, avec également ce qu'on appelle des agonistes dopaminergiques. C'est des molécules qui agissent un petit peu comme la dopamine, qui ne sont pas de la dopamine, mais agissent un peu avec un mécanisme très proche. Et puis, d'autres médicaments qui sont moins utilisés. Et ces médicaments, on les utilise très souvent ensemble, c'est-à-dire on les utilise, on les associe pour avoir le plus de bénéfices liés à leur combinaison. Et puis, comme je vous disais, donc, l'activité physique, ça fait vraiment, à notre sens, partie du traitement de la maladie de Parkinson. Il faut encourager les patients vraiment à faire le plus d'activité physique possible et de la kiné quand c'est nécessaire. Et puis, il y a des traitements qui sont apparus plus récemment qui vraiment représentent un très grand progrès dans la prise en charge des formes de maladie de Parkinson plus évoluées, parce qu'à partir d'un certain moment, on a plus de mal à traiter les patients avec les comprimés, enfin les formes de traitement habituelles, et donc il y a toute une série de traitements qu'on appelle de seconde ligne. Donc il y a maintenant des interventions qu'on peut faire pour la maladie de Parkinson, ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde, avec des électrodes qu'on va mettre dans le cerveau et qui permettent d'améliorer les symptômes. Ces traitements, bien sûr, ne sont pas indiqués chez tous les patients, donc il y a tout un bilan assez approfondi avant pour voir si les patients pourraient en profiter, en bénéficier ou pas. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des pompes, donc il y a différents types de pompes qui sont des traitements qui vont, c'est des petits boîtiers qu'on porte autour du cou et qui vont délivrer le traitement de manière continue toute la journée, soit sous la peau, soit dans l'intestin, et donc qui permettent d'avoir un état plus constant sur l'ensemble de la journée. Et puis il y a énormément d'études pour essayer d'améliorer le traitement dans la maladie de Parkinson, puisque vous voyez qu'il y a, en janvier 2023, on comptait 140 essais thérapeutiques sur des médicaments pour la maladie de Parkinson, donc 55% étaient sur des traitements symptomatiques, 45% sur des traitements neuroprotecteurs, mais vous voyez que c'est un domaine où il y a beaucoup de recherches pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients. Donc en conclusion, voilà ce que j'ai essayé donc de montrer aujourd'hui, c'est que les études épidémiologiques, elles permettent d'apporter des renseignements sur la fréquence des maladies et leur évolution, ainsi que sur les facteurs de risque. Et bien sûr, l'objectif de tout ça, quand on étudie les facteurs de risque, c'est d'essayer de mettre en œuvre des stratégies de prévention pour essayer de diminuer le risque, pour retarder le risque des maladies. Et comme les maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson ou aussi la démence, la maladie d'Alzheimer se développent sur de très nombreuses années, ce que j'essayais de vous expliquer aussi, c'est l'importance de mettre en œuvre ces mesures de prévention le plus tôt possible, donc en milieu de vie, bien longtemps avant qu'on devienne à risque de développer ces maladies. Et en fait, vous allez me dire, c'est ce que je vous dis n'a rien de très original, mais en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que finalement, ce qui permet de prévenir la maladie de Parkinson, c'est avoir un mode de vie sain, c'est-à-dire de faire de l'activité physique et une alimentation saine qui est
de plus bénéfique pour plein d'autres choses, hein, pour les maladies cardiaques, pour les maladies des os, etc. Mais vraiment, il y a aujourd'hui des études qui montrent que ce mode de vie sain permet de réduire le risque de développer la maladie de Parkinson ou de maladie d'Alzheimer, etc. Mais que ce mode de vie sain, il faut le mettre en œuvre tôt. Hein. Il ne faut pas attendre longtemps. Voilà. Donc, c'est vraiment le plus tôt possible qu'on va avoir un bénéfice. Et puis en termes de perspective de recherche, donc il y a différents domaines qui sont très actifs. Comme je vous disais, essayer de comprendre pourquoi les personnes vont évoluer très différemment, les patients vont évoluer très différemment. On va aussi maintenant essayer, donc il y a tout un pan de la recherche qui a pour objectif d'identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire alors ça peut être par des méthodes d'imagerie ou des prises de sang, mais qui vont essayer d'identifier des marqueurs très précoces des maladies, donc bien avant que les personnes ne deviennent malades, pour voir donc si on peut, en identifiant ces personnes, tester des médicaments longtemps avant les symptômes, parce qu'on pense que ces médicaments sont actifs, beaucoup plus actifs si on commence les traitements tôt que beaucoup plus tard quand la maladie est déjà évoluée. Hein. Comme je vous disais, quand les symptômes sont apparus, on pense qu'on a perdu déjà 50% des neurones, et peut-être c'est un peu trop tard pour faire des études sur les médicaments qu'on est en train de faire en ce moment, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver un médicament qui permette qui soit vraiment neuroprotecteur. Et donc on pense que peut-être en faisant ces études plus tôt, donc chez des personnes à risque, et il faut trouver des manières pour identifier ces méthodes, peut-être que ces traitements, on pourra les identifier de manière plus robuste. Voilà, donc merci de votre attention. Merci aux participants de l'étude E3N. Vraiment, tout ce qu'on fait, c'est grâce à ces participants, aux personnes qui sont dans notre équipe, qui travaillent avec moi sur ces questions, et puis aux financeurs qui financent nos recherches. Merci.